All right, on va commencer ça tranquillement. Question d'aller sur le vif du sujet aujourd'hui. Un beau webinaire qu'on a aujourd'hui, à savoir comment devenir propriétaire avec zéro cash. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on va couvrir, comment devenir propriétaire avec zéro cash. L'idée dans tout ça, c'est de savoir, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour faire l'acquisition d'une propriété sans avoir à dépenser des sous ou des dollars directement de notre poche. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui le concept. Je vous montre comment devenir propriétaire avec zéro cash. Aujourd'hui, on va parler sur des programmes résidentiels. Donc, on ne va pas couvrir le commercial. Il y a des programmes aussi pour le commercial. Il y a des programmes pour le résidentiel. Dans le cas du résidentiel, on va focuser sur les différents programmes gouvernementaux. Donc, quand on parle zéro cash, des fois, c'est qu'on a plus d'argent qu'on le pense. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Après ma barre, c'est quoi être propriétaire? Être propriétaire, ça signifie acquérir un bien immobilier, que ce soit une maison, un appartement, un terrain, un immeuble à revenu. Ça implique généralement une somme comptant ou de contracter un prêt hypothécaire. Donc, dans ce cas-ci, je vous montre, est-ce qu'il y a des possibilités d'acheter avec pas de comptant de votre poche et est-ce qu'on peut utiliser des méthodes un peu plus, on va dire, un petit peu plus créatives pour devenir propriétaire. Fait que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est quoi les avantages d'être propriétaire? Il y en a une panoplie d'avantages. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches, mais premièrement, quand tu es propriétaire de ta propriété, tu es maître chez toi, donc tu peux l'aménager, rénover, louer, faire qu'est-ce que tu en veux quand tu veux sans que personne ne dise rien. Premier des gros avantages. Deuxième des avantages que tu peux avoir, c'est ça te construit un patrimoine. Donc, à travers le temps, on se bâtit un patrimoine, on arrive à faire grandir notre valeur et dans quelques années, assurer une retraite confortable. Un autre élément, un autre avantage, c'est qu'on arrête de payer un loyer. Donc, quand on devient propriétaire, on investit dans notre propre bien. Donc, les dollars qu'on investit à tous les jours nous reviennent plus tard dans le processus. Et vous pouvez le transférer, le léguer et faire hériter vos enfants. Par contre, être propriétaire, ça implique aussi des responsabilités comme l'entretien de logement, les paiements des charges, les taxes, les remboursements éventuels d'immobilier, etc., etc. Il y a quelques désavantages, par exemple, à être propriétaire. Donc, un des désavantages, c'est les coûts. Donc, les apports initiaux sont plus élevés, que ce soit les frais d'acquisition, frais de notaire, la mise de fonds initiale. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui à sauver, ne pas avoir à la débourser. Il y a aussi le remboursement du prêt. Donc, on s'engage dans un prêt qui peut durer entre 10, 25 ans, 30 ans, même encore aujourd'hui. Il y a des coûts d'entretien, c'est moins flexible, donc on doit rester sur place pendant plusieurs années, à moins de vendre. Il y a peur des fluctuations dans le marché, etc., etc. Donc, il y a des avantages, il y a des désavantages. À voir si jamais c'est bon pour toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'assume que tu considères tous les avantages. Mettre un peu en contexte, qu'est-ce qui fait en sorte que j'en suis là aujourd'hui à te compter les avantages, les désavantages d'acheter une propriété avec zéro mise de fonds. Initialement, moi, j'ai appris à tort que devenir propriétaire, ça a été un peu forcé parce qu'initialement, j'avais pas l'objectif de devenir propriétaire d'une propriété où j'habitais. Je voulais louer où j'habite et louer les immeubles où mes locataires payaient. Mais en 2016-2017, dans ces eaux-là, j'avais pas trop d'idée par où commencer. J'habitais dans un 4,5 à Villemort. Puis je savais pas trop comment ça marchait. J'avais un but, j'avais une vision, mais je savais pas trop comment ça marchait. Puis ma situation financière était un peu précaire. Donc, je venais de commencer en immobilier. J'avais pas grand salaire. On est travailleur autonome là, dans le courtage, donc j'avais pas de revenus stables. C'était vraiment des commissions. Je venais de rencontrer une nouvelle conjointe. Qui dit conjointe dit activité, dit dépense. C'était nouveau pour moi. Et puis, elle déménage chez moi, puis on arrive au mois de février. Puis je reçois l'avis d'augmentation par la poste de mon propriétaire qui me dit bon, parfait, écoute, ça fait déjà 2 ans que tu es là. Cette année, des dépenses de plus. Ça va être 10% de plus l'augmentation cette année. 10% quand on n'a pas des gros revenus, quand on ne fait pas beaucoup d'argent, ça paraît, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'était beaucoup à ce moment-là. Puis je me demandais un peu comment j'allais faire pour payer tout ça. C'était quoi les options qui s'offraient à moi? J'ai essayé de négocier avec le propriétaire, voir s'il est ouvert de négocier le prix, parce que 10% de plus, là, on parle de plus ou moins, dans ce temps-là, c'était un 100 pièces de plus par mois. C'est pas rien.
Puis quand j'ai ouvert la conversation avec le propriétaire, il ne voulait rien savoir, là. Ça a été un non catégorique. Bon, tu restes ou tu pars, c'est toi qui décides, mais c'est ça l'augmentation. Sinon, on s'en va à régie, puis j'ai mes preuves comme quoi que ça va coûter un peu plus cher. Donc, j'ai dû prendre une décision à ce moment-là. À ce moment-là, je venais de changer, comme je disais, pour le courtage. Je sors d'un chantier de construction. J'avais 30 000 de dette. Donc, c'était très incertain. Et puis, j'ai pris la décision de m'éduquer. Donc, je me suis éduqué en immobilier. J'ai regardé c'est quoi qu'il y avait disponible. J'étais allé regarder c'est quoi les différents programmes. Je n'avais pas de mise de fonds. J'étais dans les dettes. Qu'est-ce que je peux faire pour me permettre d'acheter une propriété? Finalement, j'ai utilisé un des programmes que je vais vous partager durant le webinaire. J'ai utilisé plusieurs programmes, en fait, plusieurs façons. Et puis, en mois d'octobre de la même année, j'ai acheté mon premier 4 logements. Je l'ai rénové, je l'ai optimisé, j'ai augmenté la valeur du bien, je l'ai refinancé à nouveau. Et ensuite, j'ai commencé à bâtir mon parc immobilier aujourd'hui. Donc, ça, c'était mon premier Plex, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, toujours loué en entier. Belle petite propriété. Et je me suis utilisé cet immeuble-là pour ensuite acheter tous les immeubles que j'ai aujourd'hui. Donc, parc immobilier de plus de 100 logements. Mon premier refinancement, là, ça a été en 2020. Donc, depuis 2020, c'est là que j'ai commencé à racheter les immeubles, les immeubles, les immeubles. Donc, c'est quoi les trois piliers d'une bonne transaction? Pour commencer, premièrement, c'est connaître les programmes. Donc, ça commence par l'éducation. Quels sont les différents programmes de financement disponibles sur le marché? Comment est-ce que je peux en tirer avantage? Quels sont les différents programmes gouvernementaux sur le marché que je peux tirer avantage pour maximiser mes liquidités actuelles? Deuxième des choses qu'on veut regarder, c'est quoi ta capacité financière? Donc, combien je peux me permettre? Est-ce que malgré le fait que je n'ai pas la mise de fonds ou que je veux utiliser des programmes avec zéro mise de fonds, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma capacité financière? Et troisièmement, les recherches. Donc, c'est où que je dois regarder pour que mon investissement soit rentable? Parce que c'est faux de penser que quand on achète notre première propriété, on va y aller seulement avec un coup de cœur. On va plutôt regarder pour une propriété qui est dans un environnement, un emplacement qui, je sais, peut prendre en valeur puisque mon premier investissement, c'est mon levier pour toutes les autres par la suite. Donc, il y a plusieurs programmes disponibles pour aller chercher de la mise de fonds sans avoir les sous actuellement en place. Donc, j'en parle de plusieurs, puis je vais élaborer sur d'autres que je n'ai pas écrits ici là, parce que je pense que c'est important d'aller un peu plus dans le détail. Donc, un des programmes qui est disponible, c'est le régime d'accession à la propriété ou communément appelé le RAP. Donc, le RAP permet d'aller retirer jusqu'à 60 000 de votre REER, en fait, sans impôt. Soit, si jamais vous êtes deux personnes, un couple, ça fait 120 000 total pour financer l'acquisition de votre première propriété. Comment ça fonctionne? Une fois que vous avez une offre d'achat acceptée, on signe un formulaire, on fait le retrait des REER et on prend cette mise de fonds-là dans 90 jours suivant le dépôt pour faire l'acquisition de votre première propriété. Mais Dominique, j'ai pas de REER. Pas grave. Que tu aies des REER déjà investis ou non. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le RAP de trois façons. Le premier, on peut utiliser le RAP, on sort des REER existants, on prend les REER existants comme mise de fonds, on ajoute une propriété, on a 15 ans pour rembourser. Deuxième façon qu'on peut utiliser le RAP, c'est de prendre le REER, le placer dans un fonds de placement, d'utiliser les intérêts pour ensuite prendre les intérêts et faire l'acquisition de la propriété. On rembourse le RAP initialement tout de suite après l'acquisition ou 1, 2 ans après l'acquisition et après ça, on continue à avoir la propriété. La troisième façon la plus intéressante, celle que les gens ne connaissent pas tous, c'est qu'on peut faire un prêt RAP. C'est quoi un prêt RAP? Sur votre relevé d'impôt fédéral, dans le bas de la page, il y a un montant qui mentionne un montant éligible à titre de cotisation REER. Cette somme-là qui est indiquée là, que vous l'avez investie ou que vous ne l'avez pas encore investie, peut être retirée à titre de RAP pour faire l'acquisition d'une première propriété. Donc, quand je vous parle d'argent que vous n'avez pas d'acheter avec zéro mise de fonds, si vous travaillez à salaire depuis déjà certaines années, si jamais vous avez déjà des revenus depuis plusieurs années et que vous n'avez pas cotisé pour vos REER, c'est pas grave. Sur votre relevé d'impôt fédéral, il y a un montant qui est indiqué là à titre d'impôt, pas d'impôt, pardon, de cotisation éligible à titre de REER. Cette somme-là, on peut la retirer pour faire l'acquisition d'une propriété. Donc, déjà là, il y a plusieurs milliers de dollars qui sont là qu'on peut aller chercher. Deuxième des programmes disponibles, le CELIAP. CELIAP, c'est un compte en fait d'épargne. Donc, c'est un CELI d'épargne où ce qu'on peut utiliser jusqu'à 40 000 dollars.
au fil d'une vie au complet pour faire l'acquisition d'une propriété. Ça, par contre, la seule nuance avec le CELIAP, c'est que vous devez avoir cotisé et c'est une cotisation maximale de 8 000 par année. Donc, les cotisations sont déductibles d'impôts et puis le retrait à l'achat, c'est non imposable. Ça veut dire que, mettons, vous avez 40 000 vous le retirez de votre CELIAP, vous faites l'acquisition, ce 40 000-là est non imposable versus le REER qui serait techniquement imposable. D'accord? Et dernièrement, il y a des programmes de crédit d'impôt à l'achat. Donc, fédéral, il y a un crédit d'impôt de 5 000 pour les résidents du Québec. Et puis, on a un autre crédit maximal à 750 par habitant admissible pour le provincial. Et je pousse l'analyse un petit peu. Il y a des programmes de financement qui existent pour les banques. Donc, on appelle ça du cashback. Donc, on fait affaire avec un créancier hypothécaire. Un courtier hypothécaire, j'ai ici, on a 15 courtiers hypothécaires avec qui on travaille à tous les jours. Ces courtiers hypothécaires-là font affaire avec 55 créanciers, 55 banques, qui veut dire Desjardins National, BMO, RBC, etc. Et on a des programmes qui offrent en fait un cashback de 5 Ce que ça veut dire, ça veut dire, par exemple, vous achetez une maison, condo, duplex. Ça prend 5 de minimum de mise de fonds pour acheter. Vous prenez les sous, vous les avez là, sur une marge de crédit, une carte de crédit, peu importe. Vous prenez les sous pour faire l'acquisition de votre propriété. Le moment que vous avez notarié, le programme de financement a un cashback de 5 Donc, eux vous remboursent dans votre compte dépose 5 dans votre compte et vous repayez vos marges, vos cartes, peu importe ce que vous avez pris. Donc, procéder de cette façon-là, ça vous permet d'acheter une propriété avec zéro mise de fonds. Ça, c'est quelques programmes, quelques stratégies. Il y a d'autres stratégies, à savoir, on peut aussi utiliser une assurance vie. Sur les régimes d'assurance vie, il y a un montant, un déductible utilisable durant la vie de l'assuré, on va dire comme ça, qui peut être utilisé pour l'acquisition d'une propriété. Donc, il y a un déductible. Ce déductible-là, si jamais ça fait des années que vous cotisez pour votre assurance vie, ce déductible-là, vous avez le droit de le prendre, le sortir pour faire l'acquisition d'une propriété. Par contre, la nuance, c'est que vous devez assurer la maison avec l'assureur en question, ce qui est bien quand même. Donc, on a parlé déjà de plusieurs façons. Le RAP, faire le pré-RAP, vous avez une façon d'aller chercher des sous sans le sortir de votre portefeuille. Les crédits dépôt, c'est de l'argent du gouvernement qu'on peut utiliser pour faire l'acquisition. Et troisièmement, le cashback de la banque qu'on peut aller chercher pour l'acquisition. Puis ça ne compte pas, on aura aussi des balances de vente. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour l'acquisition. Une fois qu'on a étudié les différents programmes qu'on veut utiliser, ensuite de ça, il faut savoir combien qu'on peut se permettre. Donc, comment ça marche pour le calcul de capacité financière? La banque va regarder, en gros, deux éléments, l'ABD et l'ATD. L'ABD, c'est l'amortissement brut de la dette. Donc, on parle de juste l'hypothèque, combien ça coûte, est-ce que tu peux te le permettre ou non. ATD, c'est l'amortissement total de la dette. Ça veut dire que on prend l'hypothèque plus tes dettes actuelles et à partir de là, on calcule est-ce que tu peux te le permettre ou non. Donc, pour faire le calcul rapide, ABD ne doit pas dépasser 39 de vos revenus et l'ATD 44 Donc, on prend les revenus bruts annuels. D'accord? Je vais faire les chiffres en live. On prend les revenus bruts annuels. Disons qu'on fait 100 000. On le divise par mois. Le calcul se fait par mois. Ça fait 1 833 par mois et 33. Fois 39 ça veut dire que l'ABD ne doit pas dépasser 3 250 par mois. C'est pas 3 250 parfait, c'est 3 250 pour mon hypothèque. C'est plutôt 3 250 moins chauffage, taxe scolaire municipale, et ensuite, ça va être bon. Donc, disons que les taxes scolaires municipales par mois sont de 400 moins le chauffage, 150 ça veut dire que je peux aller à une hypothèque de 2 700 par mois. Et ensuite, je vais faire le calcul un petit peu plus loin. Donc, 2 700 par mois, je le calcule ici. ATD, l'amortissement total de la dette. Donc, c'est le même calcul. On prend le 100 000 divisé en 12 mois, 8 333, fois 44 pour l'ATD, ça fait 3 666, moins le 400 de taxes, moins le 150 de chauffage, moins les dettes. Donc, quelles sont les dettes qu'on a? Est-ce qu'on a un paiement d'auto par mois? Si oui, je dois la retirer ici. Est-ce qu'on a des cartes de crédit, des marges de crédit? Si oui, je dois prendre le montant total fois 5. Cette somme-là, c'est le montant qui va être calculé. Et les prêts étudiants et autres et autres. Et si jamais j'ai fait le prêt RAP, dans ce cas-ci, à ce moment-là, je dois l'ajouter aussi comme étant une dette à travers mon calcul de financement.
Donc, à titre indicatif, on prend le plus bas des deux. Dans ce cas-ci, 2 700 $ par mois. Je le mets dans ma calculatrice hypothécaire pour être capable de calculer. Donc, si jamais je fais 100 000 $ annuels, revenu ménage, disons, je peux me permettre une hypothèque de 431 900. Fait que 432 000 d'hypothèque plus mise de fonds. Tantôt, on parlait du 60 000, disons, du REER. Ça veut dire que je pourrais acheter pour 500 000 $ une propriété si je fais 100 000 $ par année puis je n'ai pas vraiment de dette. OK? Donc, c'est un exemple rapide et concret sur la capacité financière qu'on peut avoir. Une fois que j'ai regardé les différents programmes disponibles, que j'ai calculé ma capacité financière, où j'ai appelé mon courtier hypothécaire pour avoir une préqualification, on fait les préqualifications dans la même journée. Vous m'envoyez vos contacts, je vous fais la préqualification la même journée. Je dois commencer à faire la recherche de propriété. Et c'est là que ça se passe. Premièrement, on prend la décision qu'on va travailler avec un professionnel. Vous pouvez le faire par vous-même. C'est correct. On a des clients qui laissaient par eux-mêmes, vont aller magasiner, pensant qu'ils vont avoir une meilleure opportunité. Et puis, très souvent, ils reviennent nous revoir parce que le courtier qui travaille pour le vendeur est là pour négocier le meilleur prix pour le vendeur. Il n'aura pas divulgué tout ce qu'il devait leur divulguer pour les déclarations des vendeurs, etc. Et où ils nous rappellent 2, 3 ans plus tard pour vendre la maison parce qu'ils ont des troubles. Ou vous travaillez avec un professionnel, ça ne coûte rien, on est payé par le vendeur en tout temps, puis on vous aide à acheter une propriété. Deuxième des choses, on établit lors d'une rencontre avec votre professionnel l'établissement des protocoles, l'agenda. Donc, c'est quoi les critères importants pour vous? Comment on va travailler? Et c'est quoi le processus d'une transaction? Donc, que ce soit la prise de décision, les recherches, les visites, les promesses d'achat, le processus, les coûts reliés à l'achat, c'est ça qu'on couvre ensemble. Et ensuite, une fois qu'on fait les visites, on fait des offres d'achat. On essaie toujours de faire 3 visites à la fois pour être capable de connaître le secteur, connaître le produit, savoir un peu, avoir une bonne idée de c'est quoi le prix dans le secteur. Donc, au lieu d'avoir à se relier sur son professionnel pour connaître le prix, on arrive à établir de cette façon-là le juste prix pour la propriété. Une fois qu'on a trouvé la bonne, on émet une offre d'achat et dans l'offre d'achat, on va retrouver des conditions. Lecture de documents, inspection, financement, visite des lieux, etc., etc. Ces conditions-là nous permettent de déterminer si la propriété est satisfaite pour nous ou non. Donc, une offre d'achat est un engagement entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur dit au vendeur, j'achète ta propriété à condition que, puis là, dans les conditions, on va valider l'information qu'on veut valider par l'entremise de ces conditions-là. Quand on négocie l'offre d'achat avec le vendeur, on veut toujours trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant. Ça donne rien d'essayer de négocier le vendeur puis d'essayer d'avoir le plus bas prix possible parce qu'on n'aura pas l'acceptation initialement. La stratégie que je te recommande, c'est vraiment, initialement, rentre avec une offre d'achat qui est décente, fais tes vérifications diligentes et en fonction des vérifications diligentes, on va réajuster le prix pour avoir un prix qui fait que c'est gagnant-gagnant. Il y a une justification derrière. D'accord? Ensuite, si jamais vous voulez qu'on vous aide dans votre projet de financement ou dans le projet d'achat de propriété, ben, c'est vraiment nous contacter directement, puis on va être capable de vous donner un coup de main là-dessus. On fait du financement, on fait des achats, des ventes de propriété. C'est dans ça qu'on se spécialise de tous les jours. That's it. Je veux savoir, jamais vous avez des questions. Jamais vous avez des questions, c'est le temps. Jamais vous voulez qu'on fasse une étude de cas en live, c'est le temps. Si jamais vous aimeriez qu'on regarde une propriété ou que je calcule votre capacité financière, c'est le temps. Oui, salut Dominique, Salut, comment ça va? ça va bien toi? Yes. C'est quoi ton nom? Juste me dire ton nom. Oui, mon nom c'est Frank. Frank. Monsieur Frank. Thank you, Frank. Merci d'être là d'ailleurs. Ah oui, de rien. De rien, j'ai vu ça, puis je me suis dit que c'est intéressant, donc je vais me connecter. Dis-moi, c'est quoi ta question? Donc ma question c'est de savoir, ben ça c'est, j'avais deux questions là, j'étais au volant tantôt, donc j'ai pas pu les noter, donc là je me OK. souviens d'une seule. J'espère que la deuxième va revenir, mais ma première question c'est par rapport à toi, dans ton parcours à toi. Ma question c'est comment est-ce que euh, tu as pu gérer ton taux d'endettement avec toutes ces portes? Est-ce que les portes sont juste à toi ou tu les as avec quelqu'un d'autre?
Oui, ben, c'est une très bonne question. En fait, si, exemple, tu veux te monter un parc, Frank, il faut que tu sortes du personnel le plus vite possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les calculs que je faisais, c'était sur les ratios d'endettement personnel, donc financement au non personnel. Tu es limité assez rapidement par les revenus. Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'acheter un ou deux immeubles à ton nom personnel pour utiliser la mise de fonds minimum. Ensuite, de jumeler les refinancements de ces deux immeubles-là en même temps pour aller dans du 5 et plus, puis de passer dans un financement commercial avec la liquidité. Donc, c'est vraiment ça que je te dirais, parce qu'au commercial, la façon dont la capacité financière est calculée en fonction seulement de la valeur économique du bâtiment. Ça veut dire ils prennent le profil, mettons, de Frank. Ils vont dire, OK, Frank, il a des actifs personnels, parfait. On a quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Et à l'inverse, ils vont dire, mais même s'il n'y a pas les revenus, c'est pas grave, on va regarder c'est quoi la valeur du bâtiment, puis c'est quoi la rentabilité de ce bâtiment-là. Puis si l'immeuble est rentable, on va financer sur le bâtiment. OK. Donc en fait, plus tu as des bâtiments dans le commercial, tu n'es pas en train d'augmenter ton taux d'endettement. Exactement, parce Ça, que le ça se joue commercial, vraiment au niveau de... c'est Ouais. ça, le commercial n'impacte pas ton résidentiel, mais le résidentiel impacte le commercial. C'est pour ça que je recommande toujours, pars avec un achat personnel pour utiliser les programmes disponibles parce que tu peux les utiliser juste une fois. Fait que tu vas chercher ton pré-rap ou ton CELIAP ou peu importe, tu vas chercher le maximum de programmes possibles pour financer avec le moins de mise de fonds possible de ton côté. Tu l'optimises, tu le refinances et ensuite tu t'en vas au commercial où là, tu as la liquidité qui t'a été créée par les différents programmes en place. Et quand tu dis le commercial, ça veut dire que ce n'est plus à ton nom, tu as créé une entreprise Tu n'es qui pas détient obligé. Non, ça peut être à ton nom Qu'est-ce que tu veux dire par personnel. le commercial? Tu veux Ça dire... s'appelle un financement commercial. Ah, Ça veut dire, au lieu de financer OK, au commercial sur des plus résidentiel, de 5 ans. exactement. Fait que tu peux l'avoir à ton nom, OK, Franck, puis c'est à ton nom personnel, mais le financement il est au commercial. De cette façon-là, ben, on va qualifier l'immeuble et on ne va pas te qualifier toi. OK, Fait que ça, c'est vraiment un bel OK, OK, avantage. OK. C'est un peu un glitch, on va dire. OK, On vient passer OK. à travers tout le système, mais le défi souvent, c'est d'avoir le premier qui crée une certaine valeur pour qu'ensuite on l'utilise pour aller dans des Ouais. plus gros. Parce que là, je t'explique mon cas à moi. C'est que je suis en grosse période d'achat en ce moment. OK? J'aimerais acheter avec mon épouse parce que récemment, on a perdu notre logement, donc on a besoin d'un logement. Euh, donc là, je réfléchis sur la meilleure stratégie et je voulais aller avec une stratégie qui va nous aider dans le futur. Donc, on s'était dit qu'on va chercher un duplex pour commencer. Là, tu as commencé avec un 4 portes, par exemple, tu venais de perdre ton emploi. Oh, ça me ramène à la deuxième question. Parfait. C'est comment as-tu fait, étant courtier immobilier qui venait de commencer, pour démontrer à la banque que tu étais capable d'acheter? Parce que de ce que j'ai entendu, si tu es travailleur autonome ou entrepreneur, il faut que tu aies 2 ans d'historique pour pouvoir Exact. te faire. Donc, ça a été assez simple parce que quand tu fais ton financement, moi, j'ai passé avec Desjardins ma première acquisition. Desjardins, ils te permettent de faire des prévisions pour la deuxième année. Ça veut dire que j'avais un an complet de déclaration. Aussitôt que tu entames la deuxième année, il n'y a pas besoin d'être terminé. Tu peux soumettre le dossier avec des prévisions de revenus pour la deuxième année. Donc, moi, j'ai fait des prévisions, on va dire comme ça, de revenus pour ma deuxième année, qui a fait en sorte que j'ai pu me permettre d'acheter la propriété. Parce que la réalité, c'est que je n'avais pas vraiment de revenus la première année. Ma première année comme courtier, j'ai pas fait une fortune. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que avec les prévisions que j'ai faites, ça me permettait de mousser un petit peu mes revenus, puis de faire passer le dossier en fonction des revenus moussés. Toi, tu es à salaire ou tu es travailleur autonome? Moi, je suis à salaire, mais sauf que là, j'essaie d'acheter, mais j'ai envie de quitter l'année prochaine. Donc, j'y pense parce que si on achète, disons, cette année, parce que le but, c'est d'acheter cette année, si on achète cette année, si je quitte mon emploi l'année prochaine, ben, pour aller acheter une deuxième fois, il va me falloir 2 ans d'historique. C'est pour ça que je me posais la question, comment est-ce que c'est possible vraiment de... Ouais, c'est sûr que si tu quittes ton emploi à salaire, bon, mettons que tu achètes avant de quitter pour avoir ta stabilité. Après ça, il va falloir que tu attends au moins Ouais. un an pour avoir un an de déclaration et faire la deuxième année sur les prévisions. Ça veut dire que tu en achètes une cette année avec ton salaire.
2026, t'attends. 2027, t'achètes avec des prévisions. OK. Sinon, OK. si tu es en mesure, ben, tu t'en vas direct au commercial, mais là, ça va prendre de la mise de fonds. T'avais-tu de la mise de fonds? Non, moi, je comptais utiliser un rap et mon rap et mon CELIAP. Je fais Parfait. un rap avec mon réel et mon CELIAP. Fantastique. Ça veut dire que j'attendrai un an pour avoir un an de déclaration en tant que dans ton nouvel emploi ou en tant que travailleur autonome. Pour la deuxième année, faire une deuxième acquisition. À ce moment-là, tu pourrais passer encore avec Desjardins en deuxième année puis prendre un prêt collatéral. Donc, au lieu de mettre la mise de fonds pour ton deuxième bâtiment, ils vont prendre l'équité que tu as créée sur ta maison comme garantie pour acheter la deuxième propriété. Mais là, tu vas être capé à ton personnel. Après ça, il va falloir que tu commences à penser à acheter au commercial. OK. Et pour faire le premier achat au commercial, qu'est-ce qu'il regarde? Parce qu'à ce moment-là, tu dis que je suis capé, j'imagine que tu parles de taux d'endettement, mais Ouais. qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il regarde la rentabilité des deux premiers bâtiments ou qu'est-ce qu'il Non, regarde pour pouvoir ils, t'accepter pour ils vont le... regarder la rentabilité du bâtiment en question qu'on achète. OK. Donc, mettons que tu Quand on parle achètes de un 6 rentabilité, logements, je sais oui. pas, un 6 logements à Trois-Rivières, je lance ça comme ça. Ben, ils vont regarder, est-ce que ce 6 logements-là, il est autosuffisant? Est-ce qu'il se paye tout seul? Si oui, c'est quoi ça s'appelle un ratio de couverture de dette. Donc, c'est quoi le ratio de couverture de dette? Est-ce qu'il se paye tout seul? Si oui, est-ce qu'il se paye 0,3 fois plus que ce qu'on a besoin pour l'hypothèque? À partir de là, OK, parfait, l'immeuble se paye tout seul. Est-ce que Franck, il paye ses hypothèques actuelles au personnel? Oui, OK, good, on est bon, on passe l'argent. OK. Puis au Donc, il commercial, faut ben là, absolument qu'il mette se paye tout seul. ben oui, oui, parce que le ratio de couverture de dette au commercial, c'est ça qui va déterminer le prêt. Donc, le ratio de couverture de dette, on va y aller, mettons, un pour un. Un pour un, ça va être, mettons, un, ça paye l'hypothèque. D'accord? Donc, on dit un égale, ça paye l'hypothèque. Si tu vas avec un prêt SCHL, ils vont demander 1,3. Donc, il faut que ça paye 30 plus que l'hypothèque ou 20 plus que l'hypothèque. Donc, c'est en fonction du ratio de couverture de dette qu'ils vont déterminer si oui ou non ils te passent les sous. OK, donc ça veut dire qu'il faut juste trouver le bon deal pour pouvoir avancer à partir de là. Ouais. Puis là, ben, au OK. commercial, tu peux faire des balances de vente. Au résidentiel, c'est presque impossible, là. Mais au commercial, tu vas pouvoir faire des balances de vente, le vendeur qui te passe la mise de fonds. Tu peux faire des assumations d'hypothèque. Tu vas pouvoir faire... Il y a plein de stratégies différentes au commercial qu'on peut opter pour acheter, là. OK. OK. OK, je comprends. C'est quoi ton objectif? Tu veux te monter un parc, OK. en fait? Oui, j'envisage me monter un parc, donc je regarde la possibilité. Et en même temps, avec les changements qui s'en viennent très bientôt, j'essaie de voir si c'est vraiment réaliste ou si là, il faudrait penser peut-être à la manière de faire ou à l'objectif. Mais c'est ça l'objectif initial, oui. Et tu sais, tu parlais d'acheter un duplex, mettons, comme première acquisition. Euh, Pourquoi tu n'essaierais pas de trouver un duplex avec un bachelor? Ça te ferait trois logements locatifs. De cette façon-là, tu as un Quand tu endroit dis pour te un loger duplex, et en plus, tu as un autre logement. quand tu dis un duplex avec un bachelor, duplex, c'est Ouais, déjà deux logements. Quand tu dis duplex exactement. avec un bachelor, Ben, c'est le quoi? C'est pas bachelor, un ça serait triplex, comme ça? au sous-sol. Au sous-sol, il y aurait un troisième logement. Ça s'appelle un logement accessoire. Ça veut dire que tu aurais ton duplex où tu habites et en plus, tu aurais deux loyers locatifs comme un triplex. Mais tu mets la mise de fonds de 5 pour faire l'acquisition. Ben, T'es dans techniquement, parce quel que j'ai fait secteur, quand même toi? pas mal de recherches. Moi, j'habite à Laval, mais je ne cherche pas à acheter à Laval. On regarde un peu dans les coins. On regarde autour de Montréal à jusqu'à 45 à 1 heure de Laval. 45 minutes à 1 heure de Laval. Bon, ça pourrait Bon, être Saint-Lin, ça pourrait être Joliette, ça je te pourrait donne un être exemple. Saint-Jérôme. Je te donne juste un exemple. Mettons La Salle, je te parle de Saint-Léonard, je te parle de Terrebonne, Mascouche, exemple. Ils ont beaucoup de duplex, typique duplex italien, là. Tu vois un peu le modèle carré avec le Mhm, garage qui va en mhm, mhm. dessous, où tu as au rez-de-chaussée un 5,5, au deuxième un autre 5,5 ou un 4,5. Et au sous-sol, il y a le garage, il y a une porte à gauche en dessous des marches. Quand tu rentres dans cette porte-là, il y a un autre 3,5. Ça, c'est un logement accessoire. Donc, tu paies la mise de fonds de 5 pour faire l'acquisition du duplex. C'est un duplex à la ville, mais c'est un duplex avec un logement accessoire. Donc, au total, tu as trois logements. Toi, tu en habites un, tu reçois deux loyers. Donc, ça te permet d'aller chercher plus de revenus et
d'utiliser les revenus pour payer l'hypothèque plus rapidement. Est-ce que ceux-là sont listés comme des duplex? Parce que je regarde Oui, beaucoup de duplex quand même, puis je ne vois pas beaucoup je vais te donner un comme tu as exemple. pris. Je vais te faire un partage d'écran. Ok. Ce que j'ai pu voir, c'est deux logements et le sous-sol n'est pas aménagé du tout. Il est vraiment à faire au complet. Je te donne un exemple là, en live. Là. Matrix, c'est centrisme mais pour courtier. OK? OK. La salle, on va mettre des duplex résidentiels, puis on va faire trois logements et plus ici. Exemple. Bon, là, je prends un exemple qui est dispendieux, là, mais mettons un duplex à la salle dans cette gamme de. Ça devrait être avec bachelor, c'est à peu près 700 à 750 000. Tu as OK, deux unités, OK, je un, deux, comprends. et puis tu as la porte ici, puis là, tu as un troisième logement. Ça, c'est OK, un OK, autre je exemple. comprends. T'as logement un, logement 2, et au sous-sol, c'est un troisième logement. Mais c'est toutes des duplex à la ville. C'est OK, régi. je comprends. Tu vois, Mais ça, il y exemple, en a. celui-là Ouais. sur McVie, il est 800 000. Fait que tu as un 2,5 en bas, un 5,5, un 7,5. Fait que tu t'apportes tout ton logement, un autre logement, un autre logement. Fait que ça serait. T'en as aussi à Laval, tu vas en avoir dans les environs. Saint-Jérôme aussi, tu vas en avoir. C'est juste un exemple rapide. Je vais checker, voir. Attends, tu peux. Donc, on s'en va. On fait la même recherche, mais mettons Laval. Tu disais que tu voulais pas Laval, tu voulais plus dans les environs, comme jusqu'à Blainville, Saint-Janvier, tout ça, ou? Oui, 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 oui. Je peux aller assez haut là. Bon, je te donne un autre exemple. Celui-là, Jarry, même chose. Celui-là, il est à Saint-Jérôme. C'est un duplex à la ville. On a un 3,5, un 5,5 plus un loft en bas. Donc, eux, ils ont séparé. C'est comme une maison. Ils l'ont divisé. Là, tu vois, ici, là, elle va être un peu plus grande. Fait que c'est juste un exemple pour te donner une idée de. Moi, j'opterais pour ça parce que tu vas avoir le troisième logement locatif qui va t'aider beaucoup. Fait que même chose ici, on a deux logements OK, plus le troisième. Fait que ça va permettre de payer OK. beaucoup plus vite ton hypothèque et tes dépenses. Mhm. Je vais mettre Mais ça, j'ai ici. l'impression que ce type de duplex-là, c'est à partir d'un certain prix. Parce que, par exemple, comme je t'ai dit, je suis en plein projet là. J'ai eu une Ouais. préapprobation de 500 000. À ce prix-là, j'ai pas l'impression que tu peux trouver Tu fais combien par année? 97 000. 97, 87, 8, 7, 87. T'achètes seul ou avec une conjointe? tout seul. Ma conjointe est à l'école. Parfait. Pas d'enfant? Non, pas d'enfant. OK. Bon, comment ça va fonctionner? Ils vont rajouter les revenus locatifs ta Exact. préqualification. Ça, c'était considérant des revenus C'est- locatifs déjà, le 500 000? Oui, 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 oui. À ce moment-là, je pense pas qu'on va trouver dans cette gamme de prix-là un triplex avec un autre logement. On va trouver des duplex certainement. Oui, il y en a de toutes les sortes là. Fait que des duplex en tant que tel, on va en trouver. Puis au pire, toi, tu crées le troisième logement à travers le temps. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, mais tu le fais l'année prochaine ou dans 2 ans. Exact. C'est ça que je me disais parce que j'ai pu trouver des duplex avec deux logements et avec un sous-sol aussi qui n'est pas aménagé du tout. Ce serait possible de créer un logement éventuellement. OK. Ça me donne une bonne idée. Je suis en train de regarder vite fait. Ouais, mais ce serait ça ton plan de match de ton côté. Parce qu'en plus, quand tu vas refinancer, ils vont considérer maintenant le revenu locatif. Mais il faut que tu le fasses en bonne et due forme, sinon ils ne le considéreront pas. Ça veut dire qu'il faut que tu le fasses déclarer à la ville pour être capable de le considérer. De considérer que c'est un revenu locatif dans le bas, c'est ça? OK. Exactement, ouais. Et ça va pas. C'est quoi la différence finalement entre un triplex et un duplex avec logement accessoire? C'est juste le titre. C'est tout. Puis la façon dont la banque le considère. C'est juste ça la différence. OK. C'est vraiment juste ça la OK. différence parce que dans les deux cas, tu as les trois logements. OK. Mais Et l'avantage, c'est que puis, tu il y a allotes une avec autre le chose. 5% au OK. lieu de 10 parce que triplex, 4 logements, ce serait 10% de mise de fonds.
Même si j'habite à l'intérieur? Condo, maison, plex, 5 de mise de fonds. 3, 4 logements, 10 5 et plus, 15. OK. OK, d'accord. Et puis là, il y a une dernière chose que tu as mentionnée qui, je pense, bah, tu me diras là, mais je pense que ça peut augmenter aussi, que jusqu'à combien je peux aller chercher, c'est si j'augmente ma mise de fonds au travers d'un prêt. Un prêt sur le REER, ça, je n'avais pas. Bon, j'en ai entendu parler rapidement, mais tu l'as mentionné tantôt. Comme quoi, je peux aller dans ma déclaration de revenus d'impôt fédéral. Oui, Tu as parlé d'un montant qui est écrit dans le bas. oui. As-tu déjà cotisé dans tes REER ou non? Oui, j'ai déjà cotisé dans mes REER. Oui, oui. Tu as cotisé pour le 60 000 ou plus ou moins? Non, moins. Moins, moins. Bon, tu pourrais sortir la balance. Mettons que tu as 20 000, puis là, tu dis, OK, mais je pourrais peut-être aller chercher 40 de plus. Le problème qu'on va avoir, c'est que quand tu fais le pré-rap, c'est considéré comme étant une dette. Donc, ça va s'ajouter comme étant une dette, ça va te nuire dans ta capacité financière. Si tu avais, mettons, OK. un revenu supplémentaire, mais que tu n'avais pas le cash, la liquidité, pas de problème, parce que tu t'aurais qualifié, mettons, pour 600, on fait un prêt de 40 000 de moins, donc tu aurais finalement été acheter une propriété à 560, on est good. Mais là, si tu es capé à 500 déjà, puis que là, on rajoute une dette de pré-rap, ben là, ça va diminuer ta capacité financière. OK. OK. Fait que ça aurait été une autre alternative. Sinon, l'autre option, c'est de trouver un co-signataire à 1%. Donc là, tu augmentes ta capacité financière drastiquement. À 1%, veut dire que lui, il contribue à 1% et puis il est rajouté dans l'achat, c'est ça? Il est rajouté, ses revenus sont qualifiés à 100%, mais il est actionnaire à 1% du bâtiment. Ça veut dire que, mettons que tu trouves quelqu'un qui Oui. peut co-signer avec toi, qui fait 80 000 par année aussi, à ce moment-là, sur ta déclaration à toi, vous faites 160, et lui, il est actionnaire juste de 1%, ce qui te permettrait peut-être d'acheter un plex un peu plus haut, un peu plus rentable. Et lui, à quel point est-ce que ça affecte son taux d'endettement? Parce que ça va 1 l'affecter aussi. 1%. Parce qu'il est OK. actionnaire pas sur les titres de l'immeuble, mais sur l'hypothèque seulement. Ça veut dire qu'il est sur l'acte d'hypothèque et non pas sur le titre. Donc, ça ne devrait pas affecter grand-chose pour lui, c'est ça? Ça affecte 1%. Puis dans 2 ans, quand tu refinances, tu l'enlèves, tout simplement. Aussi simple que ça? C'est simple que ça. Ça a valu la peine, hein, le webinaire? Oui, 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 oui. Ben, il faut trouver la personne maintenant, c'est sûr, mais je Ouais. comprends. Il y a plein OK, de OK, stratégies OK. qui sont disponibles. C'est vraiment juste d'être créatif et de voir. Je pense, Franck, le plus important, c'est de voir aussi, pas juste, OK, comment je fais l'acquisition tout de suite, mais comment est-ce que je positionne mon jeu pour le prochain. Si je peux faire une acquisition maintenant, parfait. Comment est-ce que je me positionne pour que le prochain, ce soit plus rapide, plus grand, et puis que tu puisses tranquillement aller dans des immeubles plus rentables. Et ça, ce qui détermine ça, c'est l'emplacement, j'imagine, ou est-ce qu'il y a autre chose? L'emplacement, l'immeuble, le potentiel d'optimisation, est-ce qu'on peut augmenter les loyers ou non? C'est quoi les différentes façons qu'on peut faire grandir cet immeuble-là? OK, OK. Écoute, Puis une dernière c'est- question, est-ce que toi, oui, tu connais un peu le coin de Joliette? Est-ce que c'est un coin qui est prometteur? J'ai l'impression que oui, mais est-ce que oui, tu travailles un peu là? ouais, ben j'ai déjà fait beaucoup d'offres pour même moi investir des immeubles à revenus là-bas. J'aime les statistiques, ça grandit vite, ça grandit bien, c'est très stable comme marché. Moi, j'ai des courtiers qui se spécialisent Rive-Nord là, puis Lanaudière. Donc, c'est pas moi personnellement qui les fais Rive-Nord, Lanaudière, mais j'ai des équipes de 5 courtiers par région qui eux autres font juste ces secteurs-là. Donc, ils nous ramènent le data, ils nous ramènent les stats, les chiffres. Moi, je les présente, puis après ça, eux autres, ils s'occupent de faire le, le footwork, si on veut, d'être sur place, puis de faire les visites et tout ça, parce qu'ils ont les connaissances du marché. OK. Et entre un coin comme Joliette et un coin comme La Chute, qu'est-ce qui serait préférable en termes de potentiel? C'est deux coins en croissance. C'est deux coins opposés. Ouais, mais les deux sont en croissance parce qu'ils sont proches de des pôles. C'est comme si on disait qu'est-ce qui est mieux entre Trois-Rivières ou Sherbrooke, exemple, en termes d'investissement. Les deux sont excellents. C'est ce qu'on veut
regarder, c'est la proximité. Vu qu'on est dans des secteurs tertiaires, qu'on appelle, qui comme des secteurs de deuxième main, là, si on veut, on va regarder la proximité des commerces et des écoles et des universités, s'il y en a ou autre, tu comprends? Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on va chercher, mettons, La Chute ou Joliette, ben, on va tracer des micro-rayons, des micro-secteurs proches de ces proximités-là, puis on va considérer seulement les immeubles qui se rapprochent de ces proximités-là stratégiques. De cette façon-là, tu ne te trompes pas, puis tu as toujours une liste d'attente pour ta location. Mais faut, sachant que tu vas l'habiter, il faut aussi que ce soit des secteurs avec lesquels toi, tu es à l'aise d'y vivre. Mhm. Si tu OK. considérais Joliette, la chute, quoi d'autre? Saint-Lin, Saint-Jérôme, cette zone-là, Prévost peut-être même. Ouais. Saint-Lin, j'adore parce qu'on est avant la courbe. C'est très chaud comme marché ces temps-ci. Les prix sont encore bas, mais c'est énormément en demande parce que les prix, d'exemple, Terrebonne-Lachenay commencent à être trop dispendieux. Les gens se déplacent à Mascouche et puis ils commencent à monter à Saint-Anne-des-Plaines. Ça commence à monter tranquillement, ce qui apporte beaucoup de pression sur les marchés. On le voit. Donc, c'est mieux d'être en avant de la courbe, de saisir l'opportunité, d'acheter moins cher maintenant et puis quand tu vas refinancer ou revendre dans quelques années, mais il y a une courbe grandissante dans ces secteurs-là. Donc Saint-Lin serait plus en avant de la coupe qu'un coin comme Joliette ou La Chute. Ouais, ben, je vais te montrer encore un petit quelque chose, là. Je suis un gars de chiffres, je sais pas pour toi, là, mais moi, Non, non, c'est parfait. Moi, j'aime aussi. donc, mettons, on va ces stats, là, OK? On va aller voir le nombre de ventes, propriétaires revenus. Euh, Mettons, ça va Terrebonne, la Chenelle, là. Tu vois, ici, on va être capable d'aller voir les courbes de vente de propriétaires revenus au fil des années, mais on va aller voir surtout les prix. Donc, prix, moyen de jour, prix médian. Voilà, là, ici, je suis à la Chenelle. On voit la courbe de la croissance des prix des immeubles à revenus dans les dernières années. Bon, ça a parti, ça a monté jusqu'en haut de 800, ça a redescendu un petit peu, puis regarde cette année. Ça a explosé. OK. Ensuite de ça, si jamais on fait la même recherche, mais on s'en va voir dans d'autres secteurs. Bon, la plaine, ça donne de quoi? Fait que c'est vraiment comme ça qu'on prend les décisions. La plaine plus stable, donc il n'y a OK. pas eu il y a pas eu de baisse. Puis là, cette année, on voit que ça l'a encore rejumpé. Tu vois, ça, c'était après COVID. Fait qu'on a un marché qui est encore plus chaud que ce qu'on avait après COVID. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va choisir les secteurs où on va faire l'investissement. OK. Saint-Lin, et voilà, très stable, toujours à la hausse, ça monte. Donc, il y a moins de fluctuations dans le OK. marché, placement plus stable, plus de chances que tu as moins de chances de te tromper. C'est vraiment comme ça. Là, mettons, j'irais Joliette, même concept, très stable, ça monte, ça monte, ça monte, puis là, oups, ça explose encore. Nous sommes en train de monter, en fait. Ça. Exactement. Versus, si on va à Terrebonne à nouveau, où il y a plus des fluctuations, puis les prix sont déjà pas mal plus hauts. Mhm. Puis j'en avais un Puis là, autre. La Chute, ça ressemble à quoi? La Chenette, attends un petit peu. Tu vois, la Chenette, wow, c'est encore. Puis les prix sont déjà pas mal plus hauts. On est déjà dans le million. La chute, c'est considéré quoi ça déjà? La chute. Donc très stable la chute. Ouais, hausse constante, pas de baisse, à la hausse. OK. Donc Joliette, la chute très stable, à la Oui, hausse. Fait que c'est comme ça qu'on va prendre les décisions quand vient le temps effectivement. de faire ton Vous placement. avez beaucoup d'outils. Ça te donne une bonne idée. Écoute, je te lance la perche, Franck, si tu veux qu'on t'aide dans le projet. J'ai des courtiers qui se spécialisent dans les secteurs, ça va nous faire plaisir. Puis comme je dis, on est payé nous autres par les vendeurs. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, je planifie une consultation avec un de mes courtiers. On t'accompagne, je t'explique les coûts reliés à l'achat, le processus d'acquisition. On fait l'analyse plus poussée des différents secteurs que tu cherches pour en sélectionner deux. Puis après ça, on fait des recherches dans ce secteur-là.
Ok, je comprends. Je comprends. Là, mon courtier hypothécaire m'a déjà référé à un courtier immobilier. C'est ça. Je suis pas jaloux. Il n'y a pas de problème. Écoute, si Ok. jamais tu es satisfait, tu es satisfait. Si jamais tu veux avoir une équipe qui travaille dans le back-end pour ça, tu me le dis, puis on te donne un coup de main.